Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, ce matin, on recommence depuis hier avec une séance dédiée toujours à cette importante et résonnante question à qui appartient la ou les sciences des Lumières. Cette séance ce matin est intitulée « Des sciences cosmopolites ». Et les choses cosmopolites, comme les choses anglaises, commencent un peu en retard. Donc ça c'est bien déjà. On se lance avec trois présentations de trois excellents chercheurs. Je vais parler un peu de leur biographie. Après, ensuite, ils vont parler à leur tour. Tout d'abord, on aura une présentation de Mélanie Traversier, qui est professeure à l'Université de Lille, et spécialiste d'histoire socio-culturelle dans l'Europe des Lumières et ses espaces coloniaux. Elle travaille en particulier sur les catégories nationales et les assignations de genre et de race qui sont à l'œuvre dans les savoirs, les techniques et les pratiques de divertissement à l'époque moderne. Parmi ses plusieurs ouvrages, elle a publié notamment L'harmonica de verre et Miss Davies, essai sur la mécanique du succès au siècle des Lumières, paru en 2021. Et elle a organisé aussi un nombre significatif d'événements académiques et théâtrales au fil de sa carrière. En plus, elle a publié nombreux articles dont Oceania Musicalia, réflexion sur les appropriations coloniales françaises des instruments de musique océaniens à la fin du XVIIIe siècle. Cet article publié dans l'Histoire, économie et société l'année dernière, 2025. Et elle nous parlera aujourd'hui des objets sonores océaniens et de la curiosité et savoir des Européens sur ces sujets. Après, on aura Juan Pimentel, qui est chercheur dans le département d'histoire des sciences de l'Institut d'histoire du Conseil supérieur des investigations scientifiques, ou CSIC, à Madrid, l'un des principaux spécialistes de l'histoire des sciences dans le monde ibérique. Entre ces multiples publications, on peut faire référence à la Física de la Monarquía, sur la vie de Alejandro Malaspina, Testigos del Mundo, sur les sciences et les voyages à l'époque des Lumières, et son célèbre ouvrage El rinoceronte y el megaterio, paru en 2010 en espagnol et en anglais en 2017. Et je pense qu'il n'y a pas encore une traduction en français, donc prenez note. Il écrit souvent pour la presse espagnole sur des sujets épars et participe souvent comme commissaire des expositions telles que Cartografías de lo desconocido et Una vuelta al mundo en la Biblioteca Nacional Española. Il nous parlera des hidden treasures ou trésors cachés, some Mexican ruins and a Peruvian tableau. Finalement, but not least, Sujit Sivasundaram, qui est professeur d'histoire mondiale, World History, et fellow au Gonville and Caius College à l'Université de Cambridge en Angleterre. Il est spécialiste de l'histoire globale et en particulier du monde centré sur les ex-colonies britanniques de l'Asie du Sud-Est, et en particulier, tout en particulier à Sri Lanka. Il est auteur parmi plusieurs ouvrages de Nature and the Godly Empire sur les missions et les sciences dans le Pacifique du XIXe siècle, Islanded, publié en 2013, Oceanic Histories, un ouvrage collectif édité avec David Armitage et Alison Bashford, paru en 2017, et aussi finalement Waves Across the South, une nouvelle histoire de révolution et empire, paru en 2020 et attribué avec le prix de l'Académie britannique, British Academy,
pour Global Cultural Understanding. Il est chercheur principal pour un projet sur l'histoire de Colombo qui s'intitule Colombo Histories, et il nous parlera aujourd'hui de son nouveau projet pour qu'il ait gagné une bourse importante du ERC, European Research Council, une série de petites histoires, ou plutôt des histoires de petites choses, enlightened ideas in the Indian Ocean arena, thinking with the small. Maintenant, les paroles sont à Mélanie Traversier. Merci. Merci beaucoup, Neil, pour ces mots introductifs. Merci aux organisatrices de leur invitation à participer à cette session consacrée aux sciences cosmopolites des Lumières, qui nous invite à réfléchir à ce qui les rend cosmopolites. Est-ce leur objet, leurs acteurs, leur circulation, qui nous invite aussi à réfléchir aux modalités par lesquelles les objets, petits ou grands, circulent, les mutations matérielles et immatérielles qui en résultent, et comment ces mutations, ces circulations participent à la constitution, à la redéfinition de savoirs organisés, ordonnés selon des canons européens. Dans cette réflexion, quid de la musique ? Des rapports entre science et musique, la musique étant, dans le monde des savoirs européens, alors considérée à la fois comme une science théorique et un savoir-faire technique. Quid donc de la musique, des rapports entre science et musique, alors même que les dynamiques transculturelles les complexifient et en redéfinissent les contours. La question des rapports entre science et culture musicale est d'autant plus vive à la fin du XVIIIe siècle que l'horizon des Lumières européennes s'élargit désormais jusqu'aux mers du Sud, au fur et à mesure des voyages d'exploration menés par Wallis, Bougainville, Cook, La Pérouse, Goyangos, Cayetano de Languera et autres. Je ne rentre pas dans le détail, je vous renvoie aux travaux bien connus de Christophe Sand et à la somme tout juste parue de Dominique Barbe sur l'Océanie ancienne et qui revient tout particulièrement sur ces contacts entre Européens et populations insulaires des mers du Sud. Certes, au XVIIIe siècle, on n'assiste pas aux premières incursions européennes dans le Pacifique Sud. Songeons, pour remonter un petit peu le temps, à Mendenia, à Quiros, à la fin du XVIe siècle, à Abel Tasman et ses explorations des années 1640. Mais à la fin du XVIIIe siècle, la multiplication et les ambitions de ces voyages au loin, financés par les puissances européennes, l'Angleterre, la France, mais aussi l'Espagne, à partir de sa base péruvienne, font entrer des paysages, des sociétés, des objets, des cultures matérielles, des pratiques musicales océaniennes jusqu'alors largement ignorées. Et parmi ces cultures musicales, ce sont évidemment aussi les instruments de musique, en partie inouïs, qui entrent dans les catégories et les imaginaires européens. Ces objets viennent poser un double défi à ceux qui les entendent pour la première fois, les collectent, les commentent, les ramènent en Europe, puis les manipulent pour différents usages. Comment alors les intégrer dans le grand récit encyclopédique d'une histoire universelle de la musique qui est précisément en train de s'écrire à la fin du XVIIIe siècle? Citons par exemple Charles Burney ou encore Benjamin de Laborde, et tous les articles nombreux dans l'encyclopédie consacrée à la musique, ses objets, ses usages. Comment intégrer donc dans ce grand récit encyclopédique ces objets océaniens, alors que ce grand récit est tout orienté à la gloire de l'Europe, un récit surplombant qui enchâsse histoire intellectuelle et philosophique de la musique, histoire des techniques et de la facture des instruments et histoire des mœurs? Où les placer dans la généalogie évolutionniste des peuples, de leurs mœurs, telle que cette généalogie s'établit à partir des cultures matérielles et donc aussi à partir des artefacts musicaux. Or, les instruments de musique océaniens ne rentrent pas immédiatement dans ce grand récit. Certes, ils sont évidemment contemporains au moment de la découverte des Lumières, mais ils ne correspondent pas aux catégories qui sont celles alors des Européens. Ils n'ont pas de répertoire écrit, l'instrumentarium progressivement identifié semble limité, des tambours, des flûtes, des coquillages, des conques ou des coquillages frappés l'un contre l'autre, et ils sont exclusivement faits de matériaux naturels. Et il n'y a aucun
chordophones. Ils ne sont pas mécanisés, alors même que le progrès musical des Lumières s'écrit précisément à l'aune du perfectionnement mécanique, de la valeur ajoutée augmentée d'un point de vue technique de l'objet musical, tel que cette valeur ajoutée technique améliore les capacités acoustiques et donc aussi les significations sociales des instruments de musique. Autre aporie, il est difficile pour les Européens d'identifier le statut des musiciens qui jouent des instruments de musique dans ces archipels océaniens progressivement découverts. Et en même temps, ces nouveautés ne sont pas complètement inouïes, puisqu'elles font rejouer des modalités de curiosité qui avaient déjà été mobilisées lors de les premières écoutes des objets amérindiens, ainsi que l'a notamment étudié Benoît Roux. Et puis, ces objets vont mobiliser, on le verra, toute une série de références déjà disponibles. Non seulement les références amérindiennes, mais aussi, on le verra, les Grecs de l'Antiquité. Bref, il y a toute une série de discours et des gestes qui vont englober ces instruments de musique océaniens, contribuant à fabriquer l'exotisme océanien, pour reprendre une expression de Noémie Étienne. Tout cela en façonnant les cadres d'une science ethnomusicographique, elle-même en construction, en lien avec l'élaboration d'une science des hommes, d'une pré-anthropologie. Comme guide pour ce parcours questionnant la construction des savoirs ethnomusicologiques englobant les instruments de musique océaniens, j'ai choisi une femme, parce que la science des Lumières appartient aussi aux femmes. Une femme de science, éduquée à la meilleure éducation de la fin de l'Ancien Régime, Victorine de Chastenay. Nous la retrouvons au tout début du XIXe siècle. Elle est polygraphe, savante, passionnée de sciences astronomiques, physiques, botaniques. Elle vient suivre les cours du Collège de France et elle est lancée dans l'écriture d'ouvrages ambitieux, notamment du Génie des peuples anciens, ouvrage qui paraîtra en 1808. Pour préparer ce travail, elle mène toute une série de lectures, dont celle d'un certain voyage, celui de Bougainville. Je viens de lire Le voyage autour du monde de Bougainville, relation correctement écrite, mais l'ouvrage d'un marin homme du monde plus que d'un marin purement philosophe. On n'y trouve pas, selon moi, assez d'observations. Malgré tout, elle relève au sujet du séjour à Tahiti. Boug, elle l'appelle ainsi, Boug, entendit chanter des romances d'une voix douce, accompagnée d'une flûte dans laquelle on soufflait avec les naseaux. Il est attesté qu'elle possédait bien dans sa bibliothèque une édition du journal de Bougainville, on ignore de quelle année elle datait, mais en tout cas, ces quelques lignes reprennent un passage qui était déjà inséré dans la première édition du journal de Bougainville, paru en 1771, 4 années après la découverte, entre guillemets, de Tahiti. Nous fûmes arrêtés par un insulaire d'une belle figure. Cet homme alors se pencha vers nous et d'un air tendre, aux accords d'une flûte dans laquelle un autre Indien soufflait avec le nez, il nous chanta lentement une chanson, sans doute anacréontique, scène charmante et digne du pinceau de boucher. Ces lignes sont reprises telles quelles du journal de bord que le navigateur avait dressé lors de l'escale à Tahiti de 1768. Il avait donc voyagé aussi loin, mais nourri et embarquant avec lui son imaginaire culturel, iconographique et les scènes galantes. Alors là, il faut imaginer dans le rôle de la bergère, écoutant la musique, Bougainville. Et voilà qu'à partir de ces quelques notes, une partie de mon questionnaire est posée. Il articule des remarques sur la singularité matérielle, formelle de certains instruments de musique océaniens, des techniques de jeu singulières qui y sont associées. Autre élément, les mises en scène sociales de la musique dans les îles du Pacifique Sud. S'ajoute un troisième élément, l'évaluation sonore en termes esthétiques, propice à un certain nombre de rapprochements avec des réalités ou des imaginaires européens, marqués par une tension entre la fabrique de la distance, l'étrangeté formelle, l'éloignement géographique, bien entendu, mais aussi des proximités référentielles. Les Indiens et bouchers. Alors, quel mot, quel savoir-faire s'empare de ces objets sonores tels que les Européens les écoutent pour la première fois, en tout cas pour une grande partie d'entre eux, dans ces archipels de l'Océanie progressivement explorés, comme
comment ils les ont ensuite collectés et transformés. Puisqu'en effet, ces mots, ces gestes par lesquels les Européens s'emparent de ces objets mettent à l'œuvre toute une série d'opérations de sélection, de catégorisation, de hiérarchisation, transformant peu à peu les usages et les significations de ces objets, ainsi que l'a examiné Nicholas Thomas avec ses fameux Entangled Objects. Quelles sont les curiosités, notamment musicales, par rapport aux autres artefacts et objets océaniens. Et on est là, au cœur de la fabrique d'une archéologie de l'ethnomusicologie, s'emparant de ces objets sonores des mers du Sud. Je vais vous présenter, dans les minutes qui suivent, quelques éclats de réflexion, en m'appuyant surtout sur des documents français et anglais liés au voyage d'exploration de la fin du XVIIIe siècle, mais bien entendu, il faudrait y intégrer une comparaison espagnole, au moins espagnole. Et puis, nous verrons aussi, au détour d'un certain nombre de réflexions, que le cadre de ces appropriations européennes des instruments de musique océaniens est largement cosmopolite et dépasse la cartographie des capitales coloniales. Ainsi, il y a toute une série d'appropriations successives et cumulatives qui dépossèdent les insulaires des mers du Sud de leurs objets, de leurs usages, de leur contexte d'origine et de leur signification. Les journaux de bord, d'abord, on l'a vu avec Bougainville tout à l'heure, recueillent ces premières impressions et les premières évaluations techniques, acoustiques et symboliques. On retrouve cette triple démarche dans le journal de bord de Charles Othon de Nassau-Siegen, où l'on voit, qui est un aristocrate envoyé un petit peu se calmer et retrouver le sens de la bonne société au loin. Ce n'est pas forcément des passionnés de musique qui relèvent des notations. Et donc, il souligne qu'il écoute lui aussi une espèce de flûte, un air droit, un air monotone mais doux. Toute une série, vous voyez, de commentaires à la fois matériels, acoustiques et symboliques. Ces objets, on les montre aussi. On les montre parce qu'ils sont d'abord vus et dessinés sur place, rarement pour eux-mêmes. Ici, un dessin de Jean-Hubert Piron, qui était l'un des dessinateurs embarqués à bord de l'expédition de Bruni d'Entrecasteaux, organisée pour retrouver les traces de la Pérouse. Et Jean-Hubert Piron dessine, alors qu'il est donc dans l'archipel Tonga, ce long tambour qu'il observe lors d'une cérémonie auquel les Européens, enfin les Français, sont conviés. Tous ces dessins réalisés sur place donnent parfois lieu à toute une série de gravures qui sont ensuite imprimées dans les éditions des journaux de voyage anglais ou français. Et les gravures donnent à voir les instruments de musique, en général, dans des mises en situation sociale. Retrouvons par exemple toujours Piron ici, qui nous met face à un tableau qui nous semble technique, puisqu'il est intitulé « Double pirogue des îles des Amis », mais contrairement à ce que le titre indique, le cœur de cette gravure est polarisé par la scène centrale, qui se déroule certes sur une pirogue, mais où une jeune Tahitienne, seins nus, est sur le point d'être livrée ou de se livrer à un Européen habillé et chapeauté, tout cela sous l'œil d'autres Polynésiens et au son d'une flûte nasale dont joue un autre insulaire. Cette gravure, tirée d'un dessin de Piron, est parue dans l'atlas qui a accompagné la relation de voyage à la recherche de la Pérouse de Jacques-Julien Houtou de la Billardière. Et on le voit à l'aune de cette gravure qu'on retrouve souvent associant flûte nasale et scène sociale, un schème narratif lascif, érotisant, construisant en musique le stéréotype de la disponibilité sexuelle des femmes polynésiennes. Je vous renvoie aux travaux sur le sujet, notamment de Serge Tcherkezov. Avant Piron, d'autres dessinateurs embarqués avaient également livré toute une série de dessins qui ont inspiré d'autres gravures publiées. Ainsi, celles de John Weber, qui sont ici donc consacrées à deux scènes tahitienne, un sacrifice humain et une scène dansée auquel assistent les Européens. Et l'on voit, c'est un détail de l'image, on voit deux tambours et des musiciens
en train donc de frapper les peaux de ces tambours. On montre aussi ces objets parce qu'ils sont collectés et transportés en Europe. Alors, on ignore bien souvent les conditions de collecte qui sont rarement mentionnées. Des dons, parfois des trocs, ainsi Cook évoque, alors qu'il est au large de Tangatapu, il note « Je leur ai donné un morceau de tissu et un clou pour leur tambour ». Et ces objets donc sont collectés et ramenés en Europe. Ce ne sont pas des objets particulièrement prisés, rien à voir avec les massues, les trophées. Ils semblent avoir une trop faible technicité à l'aune des standards européens et ils ne semblent pas être pris dans des pratiques de prédation des artefacts insulaires. Je vous renvoie sur cette question aux travaux de Vanessa Agnew en particulier. Alors, ces objets sont collectés. Et une fois collectés, eh bien, ils trouvent aussi leur place dans les récits de voyage qui sont publiés, avant même d'être aussi exhibés, exposés dans des collections. Ainsi, vous avez un certain nombre de planches qui rassemblent une sorte de bric-à-brac d'artefacts océaniens et dans lequel on peut repérer sans distinction précise des objets de musique, et en particulier les flûtes nasales, ou donc ces flûtes de bambou appelées par les Européens flûtes de Pan, syrinx, reed pipes. On les nomme aussi, ces objets, parfois dans leur langue, dans ces récits de voyage. Et c'est une façon aussi de donner place, c'est rare, mais cela existe, aux usages locaux, aux mots des locaux. Ainsi, Parkinson nomme dans son journal de voyage, il insère une annexe, un vocabulaire bilingue, et il nomme notamment le nasa, un large tambour cylindrique qui est utilisé dans l'île des Amis, et puis également un paou que l'on peut observer et écouter dans les îles Sandwich. Et Parkinson, qui lui-même a publié son récit de voyage, a cette particularité d'associer son texte avec les gravures qu'il a lui-même réalisées, et qui ne sont pas forcément orientées vers l'instrument de musique, mais dans lequel on peut retrouver un instrument de musique. Et c'est le cas ici de cette gravure, qui est en fait dessinée pour mettre en valeur le tapal, le vêtement particulier, singulier, qui finit par incarner aussi la culture matérielle du Pacifique, mais ce Tayota est en train également de jouer de la flûte nasale. Et vous voyez que le nom même de l'objet n'est pas mentionné, on le voit simplement en train de jouer de la flûte nasale. Ces objets, je le disais, on les montre parce qu'on les imprime, on en fait des gravures, mais ils sont aussi pris dans toute une série de gestes collectionnistes européens. Ils ont été arrachés à leur milieu, à leurs usages d'origine, mais ils sont remis en circulation en Europe dans le cadre des dynamiques du collectionnisme individuel, princier et aussi universitaire de l'époque. Et ces dynamiques, elles peuvent être marchandes ou non, et peuvent s'appuyer sur des réseaux, savants ou non, et des réseaux qui sont souvent aussi cosmopolites. Et parmi ces collections, on trouve donc des collections privées. C'est le cas notamment de la collection qu'a rassemblée Bougainville. On en a une attestation avec la Condamine qui rend visite à Bougainville, d'abord pour rencontrer Aoutourou, qui est ce jeune insulaire de l'île de Tahiti que Bougainville a ramené en Europe, et il en profite pour évoquer une de leurs flûtes, de la grosseur d'une de nos flûtes traversières, mais plus courte, très lisse et très unie, etc. etc. Ces mises en collection sont plus ou moins organisées, ordonnées entre donc collections privées et musées publics. Ces collections, elles sont davantage documentées, et on peut davantage en retracer l'histoire sur la longue durée en Angleterre que pour la France. Sur le cas de la dispersion des collections françaises, je vous renvoie tout particulièrement aux travaux de Bertrand d'Augeron et à ses enquêtes sur les Océaniens. Et ces collections européennes, intégrant des objets océaniens, et notamment des objets de musique océaniens, finalement nous renseignent plus
sur les pratiques européennes que sur les objets eux-mêmes tels qu'ils ont été collectés, sur leur histoire, sur leur provenance, sur leur nom, sur leurs usages. Ainsi, si l'on examine l'inventaire des objets que Cook a donnés à Lord Sandwich et que Lord Sandwich a lui-même offert à Trinity College, une collection qui désormais est au Pitt Rivers Museum, dans cet inventaire d'objets qui ont circulé de main en main, on trouve une flûte, un tambour, une conque. Et ces notations archivistiques dans l'inventaire sont complétées par une série d'étiquettes qui ont été conservées, qui étaient nouées aux objets par des cordelettes et qui attestent pour nous du soin qu'il y avait eu à ordonner l'entrée en collection, à identifier ces objets, ces artefacts nouvellement collectionnés à Oxford. Mais l'on constate aussi la relative imprécision mise à décrire ces objets. Les descriptions sont succinctes, il y a une forme d'anhistoricisation des objets, sont signalées simplement la nature de l'objet, vaguement son origine géographique, rien n'est dit sur les matériaux utilisés, ni sur la structure, ni sur l'apparence de l'objet. Ces étiquettes, par exemple, consignent « A drum brought from Ohio by Captain James Cook », anonymisant, vous voyez, les contextes d'usage et valorisant surtout le nom du donateur. Et ces pratiques de catalogage et d'étiquetage assez imprécis de ces objets du lointain persistent assez durablement, ainsi que l'a montré Ariane Thévenot dans sa thèse toute récente. Les chefs d'expédition ne sont pas les seuls à collecter ces objets. Ainsi, les Forster, deux botanistes, père et fils, qui avaient embarqué avec Cook, ont eux-mêmes rapporté un certain nombre d'objets. Ils en ont donné une part à un autre musée d'Oxford. Et là encore, on conserve leur Catalogue of Curiosities, le terme même est intéressant, et ce catalogue répertorie 6 instruments de musique, précisant un peu plus systématiquement la provenance géographique et signalant notamment « two of Pan's pipes or syringa ». Et évidemment, il est intéressant de noter ce vocabulaire qui reprend des catégories généralement associées à la Grèce ancienne. On y reviendra. La circulation de ces objets en Europe, par le biais aussi de la constitution des collections, font jouer des réseaux cosmopolites et marchands. Ainsi, c'est ce que l'on perçoit avec la présence d'objets océaniens qui sont conservés à Göttingen, foyer des Lumières allemandes, par le biais d'achats qui ont été réalisés par un intermédiaire marchand Humphrey, grâce et avec la bienveillance du souverain anglais, qui lui-même est originaire de Hanovre et qui avait activé des réseaux cosmopolites et des solidarités allemandes, germaniques, pour enrichir, pour favoriser l'achat de ces objets océaniens et notamment des bâtons de tambour, des pipes de Tanna Island, etc., à Göttingen. D'autres acteurs nous éloignent encore des capitales impériales auxquelles on songe immédiatement, Paris ou Londres. Ainsi, on retrouve des objets océaniens qui ont été collectés dans les mers du Sud et on les retrouve où ça ? En mer Baltique, grâce à Anders Sparrman, un médecin, élève de Linné, vous le savez, qui a beaucoup voyagé en Chine, etc., et qui a été aussi embarqué par Cook lors de sa deuxième expédition. Et lui aussi a ramené une série d'objets, notamment musicaux, une flûte en bois, des panpipes venant aussi des îles Tonga et qui sont encore au musée de Stockholm. Donc vous voyez une variété d'acteurs et une cartographie de mise en circulation de ces objets qui est beaucoup plus variée et animée qu'on ne pourrait le penser. Donc des objets qui sont nommés, dessinés, collectés, gravés, mais qui demeurent peu estimés d'un point de vue technique, peu appréciés sur le plan mélodique. Au mieux, on signale que les mélodies sont monotones, pas désagréables à l'oreille, mais l'appréciation esthétique n'est jamais très favorable. Et souvent, l'idée générale qui prime est la suivante, reprenant une formule de Cook, « Music is little known to them,
yet they are very fond of it. Ils connaissent peu la musique, même s'ils apprécient la musique. Et pourtant, ces objets vont être pris, en Angleterre en particulier, dans des débats intellectuels dépassant très largement la seule question de la musique. Car ils vont être intégrés à toute une réflexion sur la quête d'une histoire universelle et hiérarchisée des sociétés européocentrées, telle que cette histoire universelle et hiérarchisée s'inscrit dans l'histoire des cultures matérielles. Les instruments de musique océaniens, notamment les flûtes, qui ressemblent à des syrinx, à des flûtes de Pan, ne sont-elles pas les vestiges préservés des instruments des Grecs anciens? Les Océaniens du XVIIIe siècle ne sont-ils pas les Grecs de l'Antiquité qui auraient été ainsi préservés? C'est ce que semble suggérer, du point de vue d'un certain nombre de savants, la similitude formelle et matérielle de certains instruments de musique des insulaires des mers du Sud. Et cette proximité formelle est interprétée comme une parenté généalogique entre les sociétés des Grecs anciens et celles d'un certain nombre de sociétés insulaires de la fin du XVIIIe siècle. C'est évident lorsqu'on examine notamment un débat qui a éclaté dans les articles que Joshua Steele a publié dans Philosophical Transactions en 1775. L'objectif était le suivant: essayer de comprendre comment s'accordent les flûtes à roseau, les flûtes de Pan, de Tangatapu et la flûte nasale. Est-ce possible de les intégrer dans l'écriture musicale occidentale? Steele lui-même n'est pas un musicographe et il utilise pour son expertise des instruments de musique qui ont été rapportés par Furneaux et il fait réaliser un certain nombre de retranscriptions en les comparant avec les genres diatoniques et chromatiques associés aux Grecs anciens. Les deux articles suscitent une controverse majeure du point de vue, en tout cas, du monde des élites anglaises. La controverse éclate notamment dans le Monthly Review, avec des lettres incendiaires contestant ces comparaisons établies entre la musique des anciens et les mélodies des Océaniens. Et il y a toute une série de correspondances entre Lord Sandwich, le capitaine James King, la fille de Charles Burney, le fameux musicographe, parce qu'elle est l'épouse d'un capitaine qui a fait aussi le voyage en Océanie, etc. Sur le sujet, David Irving a proposé des analyses tout à fait détaillées. Retenons pour l'heure simplement que dans la projection fantasmée d'une Grèce imaginaire, dans la projection fantasmée que les Lumières se font d'une Grèce imaginaire, un certain nombre de savants européens croient avoir retrouvé dans les mers du Sud la bande-son de cette Grèce imaginaire, quitte à passer outre les différenciations culturelles entre les sociétés insulaires, l'histoire longue des échanges entre les îles, les apories que pose dans cette réflexion, par exemple, la flûte nasale et sa manipulation tout à fait étonnante. Et on retrouve ces généalogies fantasmées entre Grecs de l'Antiquité et insulaires dans les mers du Sud, à l'aune donc de cette proximité des cultures matérielles musicales, également chez les Forster, notamment dans leur récit de voyage. Père et fils ont plusieurs remarques pour dire, par exemple, alors suivons le père, Johann Reinhold Forster, qui note « Les Grecs civilisés étaient des musiciens et possédaient une flûte composée de plusieurs tuyaux de roseau que nous avons retrouvés dans les îles de Middelburg et d'Amsterdam, Ewa et Tangatapu. » Et Georg Forster, à son tour, souligne la ressemblance avec la syrinx ou flûte de Pan des Grecs conférait à ces instruments bien plus de prestige que la musique qu'il émettait. De par la manière d'en jouer, les mélomanes comprendront aisément que cet art divin est encore balbutiant chez les habitants. Et on est là au cœur de l'ambiguïté de cette analogie faite avec la musique des Grecs. Il y a une forme de valorisation des instruments de musique océaniens et en même temps une infantilisation. Ils sont ramenés au premier temps de l'histoire des civilisations, ce qui revient à les disqualifier en partie. Et donc, vous voyez, à l'aune de toutes ces appropriations plus ou moins savantes des pratiques musicales océaniennes, de leurs instruments, les identifiant, les classant, les nommant, les dessinant, les insérant dans des schémas et des expertises européennes, eh bien, ce qui est frappant, c'est qu'il demeure toute une série d'impensés, notamment les techniques de fabrication. Quels sont les matériaux utilisés?
parfois nommées, mais très ponctuellement. Quelles sont les ressources naturelles, végétales, animales, humaines? Quels sont les gestes de fabrique et d'ornementation, leurs significations, qui sont pourtant très nombreuses et qui ne font jamais l'objet d'un questionnement sur leur nécessité physique. Vous voyez ici des cordes qui enserrent une flûte, c'est à la fois évidemment un geste ornemental, mais cela sert aussi à préserver l'intégrité de la flûte. Il y a toute une série de gravures qui décorent les objets, etc., etc. Tout cela n'est pas du tout intégré dans la réflexion des Européens. Et il faudrait, bien entendu, les questionner pour mener une véritable ergagraphie, pour reprendre la proposition de Philippe Malguir. Les autres impensés, les techniques du corps musicien, le genre, les statuts mêmes des musiciens qui sont globalement occultés. Autres impensés, les valeurs d'usage autochtones, les contextes, les normes de genre, les significations symboliques qui en chassent histoire des gestes musiciens, histoire des pratiques d'écoute, histoire des sensibilités et histoire des croyances. Qu'est-ce que ça veut dire pour un Océanien de frapper un tambour recouvert d'une peau de requin plutôt que d'une peau de cochon séché? L'air insufflé par le nez dans une flûte nasale n'aurait-il pas une valeur spirituelle supérieure à l'air insufflé par la bouche dans le tuyau de la flûte? Vous voyez, toute une série d'éléments qui ne sont pas du tout questionnés par les savants des Lumières. Et ce sera le cœur de l'enquête que je mènerai lors d'une résidence de recherche au musée du Quai Branly, que j'aurai le plaisir et l'honneur de mener aux côtés de Stéphanie Caffarel-Leclerc. Ces impensés, eh bien, laissent ouvert toute une série de possibilités et d'appropriation et de valorisation par des acteurs et des actrices moins légitimes de l'histoire des savoirs. Et je voudrais notamment évoquer Sarah Stone, une illustratrice qui, c'est la fille d'un peintre d'éventail, et qui a notamment été citée par Sir Ashton Lever, qui est un des premiers à avoir un musée intégrant des objets océaniens. Et il lui commande toute une série donc de dessins. Et parmi les 132 aquarelles de Sarah Stone, aujourd'hui conservées en Australie, on retrouve des dessins d'instruments de musique qui nous donnent à voir une partie de ces impensés, de ces noms décrits par les Européens. Les décors, bien sûr, la physionomie dans le détail de l'instrument. Ces objets font aussi l'objet de toute une série d'appropriations qui relevant des imaginaires européens, que ces imaginaires soient ancrés ou pas dans le panorama intellectuel. Des usages philosophiques, je vous renvoie bien entendu au travail, au livre majeur d'Antoine Nulty, L'illusion d'un monde commun, des usages aussi fictionnels, littéraires, théâtraux, musicaux, et des usages décoratifs, ludiques et pédagogiques. Ainsi, je voudrais terminer en vous présentant cette réinvention de la gravure de Parkinson qui donnait à voir un tapas, mais on repérait la flûte nasale. Cette gravure a été ensuite le support d'un jeu de cartes à la lettre O, donc un objet à usage et pédagogique à la lettre O. Eh bien, que découvre-t-on? On découvre Otation, a strange musician, he pipes with his nose. Donc vous voyez, on a une réduction synecdotique. Un Tahitien est un étrange musicien qui joue de la flûte nasale. Et on a ainsi une transformation par rapport déjà à l'appropriation qu'avait fait Sidney Parkinson de l'objet musical océanien qu'il avait découvert lors de son voyage. Et j'aurais aimé, si j'avais eu plus de temps, vous réfléchir avec vous finalement à ce qu'en auraient pensé les Polynésiens eux-mêmes. Et aujourd'hui, je crois que la réponse pourrait nous venir des Polynésiens eux-mêmes ou des habitants de l'île Tonga qui se réapproprient les instruments qui leur avaient été confisqués. C'est le cas notamment de Libor Prokop et de Myriama Bono, qui sera la semaine prochaine au musée du Quai Branly, et qui rejouent à leur tour, qui resonorisent les instruments de musique que
les Européens avaient silencié à la fin du XVIIIe siècle. Je vous remercie de votre attention. Mauro.